Lors de son intervention au sommet Mining on Top Africa, qui s'est tenu le 11 juillet à Paris, le ministre sénégalais des Mines et du Pétrole, Biram Souleye Diop, n'a pas mâché ses mots face aux industriels français, affirmant, je cite, je ne voudrais pas me limiter à l'Europe. Il faut tirer les bénéfices partout dans le monde. C'est vrai, je suis venu à Paris, mais si mon intérêt se trouve en Arabie Saoudite, j'irai méchamment le chercher là-bas. Fin de citation. Tout en annonçant la renégociation de certains accords miniers, le ministre a appelé les pays africains producteurs de minerais à travailler ensemble pour transformer sur place leurs ressources, soulignant que c'est une question de souveraineté. Tant qu'on ne peut pas, tant qu'on ne prend pas la décision de transformer, on ne fait pas de transfert de compétences. Est-ce que vous savez que la France connaît mieux le cadastre minier du Sénégal que le Sénégal? Ils ont des données encore et ils ne les ont pas partagées avec nous, moi. De quelle générosité parlons-on? La transformation, ça suppose aussi savoir ce qu'il y a dans son sous-sol, a-t-il déploré. Le sous-sol sénégalais recèle, selon le responsable, une grande variété de minerais stratégiques, dont l'or, le phosphate, le fer et le zircon. L'Afrique subsaharienne, dont le Sénégal a pris 30% des minerais essentiels mondiaux, alors que l'extraction de certains minerais pourrait accroître le PIB de la région de 12% au plus d'ici 2050, aller au-delà de l'exportation de matières premières brutes pour développer des industries de traitement, ouvre une perspective encore plus large. Une stratégie régionale reposant sur la collaboration et l'intégration entre les pays peut mettre à profit la diversité des minerais et créer un marché régional plus grand et plus attrayant pour les investissements nécessaires. En outre, des réformes structurelles à l'échelle des pays pour accompagner les entreprises nationales dont les industries de traitement et les secteurs d'appui amplifieront les gains tirés de ces minerais. La libération de ce potentiel pourra impulser un développement économique plus large, encourager le transfert de technologies et permettre de dégager des bénéfices durables et plus élevés des ressources en minerais essentielles de la région. La population de l'Afrique subsaharienne va doubler d'ici 2050, faisant de la région une des plus dynamiques dans un monde vieillissant. Mais sécuriser la croissance et l'emploi de demain requiert des actions fermes dès aujourd'hui, en particulier en s'assurant que les enfants du continent ont accès à une éducation de qualité. Pour avancer d'ici 2030 vers l'objectif d'accès universel à l'éducation, il pourrait être nécessaire de doubler la part des dépenses en faveur de l'éducation dans le PIB. Les États doivent tout faire pour préserver et accroître leur budget d'éducation tout en garantissant que chaque dernier soit judicieusement dépensé. Pour parler de ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir depuis Dakar, au Sénégal, Ibrahima Bakhoum, journaliste et analyste politique sénégalais, membre du groupe de facilitation pour la pacification de l'espace politique. Ibrahima Bakhoum, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Alors, la lettre de politique sectorielle des mines a été élaborée au cours de l'année 2016 au Sénégal. Elle planifie les axes stratégiques des actions à mettre en œuvre sur la période de 2007-2023 pour atteindre les objectifs du secteur. Cette lettre, cette lettre fixe les valeurs sur lesquelles la gouvernance du secteur minier sera assise, à savoir la solidarité, l'équité, l'efficacité et l'intégrité, et l'ouverture et la transparence. Donc, la vision de cette nouvelle lettre est un secteur minier sénégalais structuré et compétitif, apportant une pleine contribution au développement inclusif et durable du pays pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Son objectif général est d'accroître la mise en valeur du potentiel minéral du pays de façon responsable et durable au bénéfice de tous. Donc, normalement, cette lettre qui fixe le cap est très, très claire, soit dans ses moyens ou dans ses objectifs. Alors, Ibrahim Bakhoum, peut-on considérer la déclaration du ministre au sommet de Paris
comme un constat d'échec de cette stratégie à cause de manque de souveraineté du Sénégal sur l'exploitation de ses matières premières. Oui, tout à fait. La question posée comme ça, évidemment, appelle tout de suite une réponse très simple. Il y a problème. Le diagnostic, on a bien envie d'applaudir quand on entend le diagnostic fait par le ministre Birame Souleye Diop. C'est vraiment très clair. Sauf que, comme on dit, vous avez bien fait de rappeler encore 2016. Donc, question de dire qu'il n'y a presque rien de nouveau sous le ciel de ce point de vue-là. Le président Bassirou Diomaye Faye donc, succède au président Macky Sall, qui lui-même est un ingénieur donc, dans le domaine pétrolier. Il se connaît bien. Quand il est arrivé en 2012, le premier engagement, c'était de constater, évidemment, il y a des accords qui avaient été signés et il s'est dit qu'il y a peut-être des choses qui n'étaient pas très claires dedans. Il s'engage à beaucoup de choses, y compris mettre de l'ordre dans ces contrats miniers. Contrat. Donc, en ces contrats. Mais comme on dit, l'engagement politique est une chose, la concrétisation de l'engagement est une autre chose. Donc, si on entend aujourd'hui Birame Souleye Diop, le ministre Birame Souleye Diop parler, on a l'impression d'entendre encore les discours de son prédécesseur, de l'équipe qui est sortie récemment en mars. Donc, c'est vous dire quoi? Que les gens savent où ils veulent aller. L'un est un ingénieur, donc je parle de Macky Sall. Dans le pétrole. Mais les autres, ceux qui sont actuellement au pouvoir, sont pour la plupart des inspecteurs du Trésor, donc des impôts plutôt, donc des fiscalistes. Alors, l'un est porté sur la question des mines, c'est un engagement, c'est très clair. Ceux-ci ont vu, de par leur expérience, de par leur travail, ont vu parfois des exonérations qui avaient été faites à des entreprises, de grandes entreprises françaises et étrangères. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Il y a comme une mine, rien qu'avant d'arriver même au minerai, il y a une mine financière énorme qui est en train de nous passer sous la main. Pourquoi? Parce qu'effectivement, bon, en termes de gouvernance. Donc, la question de la gouvernance, c'est ce discours qu'ils ont vendu tout le temps qu'ils sont restés dans l'opposition et maintenant ils sont au pouvoir. Je ne les vois pas changer de discours, au contraire. Birame Souleye Diop, quand il va à Paris, il dit exactement la même chose que ce qu'il disait avant d'arriver au pouvoir. Une partie de ce que le président Macky Sall disait lui-même au pouvoir. Mais, comme vous avez dit, jusqu'à maintenant, ça ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ceux qui viennent d'arriver là, ils sont là seulement depuis maintenant 100 jours. Il y a une semaine, c'était encore le 100e jour. On ne peut pas quand même dire qu'ils n'ont encore rien fait. C'est un engagement. Mais puisque l'expérience nous permet de savoir que généralement, quand on prend un discours, quand on fait un discours, quand on prend un truc comme ça, le Sénégal n'est pas un pays isolé. Le Sénégal n'est pas seul. Il n'est pas isolé par rapport à la géopolitique mondiale. Il n'est pas isolé également par rapport à la géopolitique nationale. Donc, D'autant plus que c'est le plus grand pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas rien quand même. Le Sénégal est très important dans cette région-là. Pas en termes de superficie. En termes de superficie, le Sénégal est tout petit rapporté au Mali, rapporté au Niger, rapporté au... Non, c'est en termes de superficie, vraiment, à moins de 200 000 km², c'est tout petit, rapporté par exemple au Mali, etc. Mais c'est sa diplomatie justement qui fait penser qu'effectivement c'est un grand pays en termes de territoire. Mais c'est la diplomatie sénégalaise. Mais aussi, mais aussi la position géographique. La Euh, position géographique extrêmement importante, c'est le Sénégal est ouvert sur tout. La pointe la plus avancée de l'Afrique de l'Ouest, donc dans l'océan, donc très ouvert sur l'Amérique, D'accord. proximité. Donc tout cela fait que ce pays ne peut pas être considéré comme rien du tout. Et ceux qui viennent se bousculer chez nous, ceux qui viennent se bousculer au Sénégal, savent bien ce qu'ils font. Et ils ont trouvé une France qui était là depuis très longtemps. Le ministre Souleymane Diop dit que la France connaît mieux que le Sénégal tout Absolument. ce qu'il y a ici dans son sous-sol. Et ça, on peut l'extrapoler pratiquement à tous les pays
qui ont été les anciennes colonies de la France, que ce soit au Surtout, nord ou au sud, partout. Partout, c'est la même chose. exactement. C'est ça, Alors, là. Ibrahim Bakoum, s'il vous plaît, c'est pour passer maintenant concrètement au fond des choses. Parce que je crois que vous avez tout à fait raison et tout le monde vous l'accordera, ce nouveau pouvoir. Il a, il a affiché en tout cas, il a déclaré beaucoup de bonnes intentions pour faire avancer les choses au Sénégal, mais il vient d'arriver au pouvoir. Voilà. Donc, on ne peut pas juger un pouvoir qui vient juste de prendre les rênes du pays. Mais je voudrais quand même qu'on aille pour bien identifier le problème. Alors, le cadre réglementaire qui régit les activités minières est constitué, selon donc les textes officiels du Sénégal, du code minier et de ses décrets d'application. Il est complété par d'autres textes, notamment le Code général des impôts, le Code des douanes, le Code minier communautaire, le Code des investissements et le Code de l'environnement. Donc, à cela s'ajoute la lettre de politique sectorielle, celle que j'ai citée dans la première question, qui planifie les objectifs et axes stratégiques des actions à mettre en œuvre donc sur la période 2017-2023. Alors que le Sénégal devient un important producteur de pétrole et de gaz, le gouvernement veut renégocier des contrats miniers et énergétiques, y compris les plus importants avec les British Petroleum et l'opérateur de mines d'or britannique Endeavour Mining. Alors, Ibrahima Bakoum, euh, où se situe le problème dans ces codes? Quelle est la partie de cet arsenal juridique et politique même euh, qui constitue un problème? Et puis, quels codes seront touchés par la renégociation et pourquoi? Vous savez ce que certains pays, enfin, c'est les Sénégalais qui le disent d'eux-mêmes, mais certains pays africains également nous disent la même chose, que le Sénégal, c'est un laboratoire d'idées. Il y a beaucoup de bons codes, il y a beaucoup de bons textes, Mhm. beaucoup de choses qui sont ici au Sénégal, que d'autres viennent chercher, d'autres pays africains viennent chercher, mais jamais en application au Sénégal. D'accord. Ça, c'est donc ce qu'on dit. Nous-mêmes, nous disons, nous sommes le laboratoire, nous avons de bonnes choses que nous écrivons pour nous-mêmes, pour le Sénégal, mais c'est toujours dans les tiroirs. Parce que, comme je disais tantôt, et c'est une question géopolitique. Parfois, le Sénégal peut avoir des idées. Des ingénieurs arrivent, des administrateurs civils arrivent, de bons universitaires arrivent, ils font des textes. Mais l'application, parfois, demande, en termes de gouvernance, que ceux qui sont au pouvoir aient les mains libres pour aller dans la direction qu'ils veulent. Mhm. Quand vous arrivez au pouvoir avec le soutien de puissances étrangères, quand vous arrivez au pouvoir dans des conditions, effectivement, où il a fallu se battre, ça dépend de ce qu'on appelle se battre, pas forcément en se donnant des points, pas en se tirant dessus. Au Sénégal, on a encore jusqu'à maintenant échappé à ça, tant mieux. Mais si vous arrivez au pouvoir dans ces conditions, vous avez des gens qui vous ont regardé arriver et qui vous ont appuyé. Donc, le président Macky Sall a eu ça, il a été appuyé par des gens. Son prédécesseur peut-être en a eu également, Abdoulaye Wade, mais de moindre importance. Mhm. Et ceux qui viennent d'arriver également ont eu des gens pour les appuyer. Donc, quand vous avez cela, les textes sont bons, les codes, ce truc. Maintenant, la mise en application. Vous n'avez pas toujours la liberté d'aller dans la direction que vous voulez prendre, parce que si vous gênez des intérêts quelque part, ces intérêts bougent. Et ça, l'Afrique francophone dont vous parliez tantôt a ces difficultés-là, parce qu'il y a une sorte, on le veut ou non, c'est comme ça. Il y a encore une mainmise de Paris sur ce que ces pays-là font pour la plupart, ce que ces gouvernements font. Ce qui vient d'arriver, les Biram Souley, avec la présidente de Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko, ils se sont beaucoup engagés à, comme ils disent eux-mêmes, changer le système. Mhm. Mais je dis, le système, il est puissant et résilient. Autrement dit, il y a toujours, parfois, quand vous passez à gauche ou à Ça droite, fait presque même presque un siècle maintenant que le système existe. on le dit. Voilà, vous avez bien fait de dire, ça fait un siècle qu'on le dit. Il n'y a pas très longtemps encore, je disais à des gens que le discours actuellement entendu, c'est un discours de nouvelle génération, mais il n'y a rien de nouveau rapporté à.
la génération des années 70 parlait de l'establishment. Je crois que ce que vous venez, excusez-moi, cher ami, mais je crois Allez-y. que ce que vous dites là est extrêmement important. Et j'aimerais juste vous poser une toute petite question et vous laisser le développer. Parce que c'est important et je crois que c'est une question qui touche tous les pays africains, pas le nord, le sud, l'est et l'ouest. On a l'impression, d'ailleurs, par rapport à cette génération-là de l'indépendance, que les gens dont le principe aux généraux, ils voient les problèmes. Mais quand ils arrivent au pouvoir, on a l'impression aussi qu'en réalité, ils ne connaissent pas du tout le terrain. Ils ne connaissent pas vraiment les problèmes et comment agir pratiquement, décliner par exemple une déclaration politique et décliner une promesse politique en un plan d'action sur le terrain pour qu'ils puissent changer les choses. On a l'impression qu'ils apprennent. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils apprennent auprès où sont les problèmes, où sont les blocages. On a l'impression qu'ils n'ont pas bien travaillé le sujet. Est-ce que c'est pas ça vraiment le problème? Oui, Comme vous dites, il y a beaucoup de en textes qui partie. sont bons. Si vous le dites comme ça nous renvoie à une autre réalité. Oui. C'est que d'abord, il faut voir l'éducation des Sénégalais en termes de formation, en termes d'instruction, etc. On a une université sénégalaise qui est là depuis bien avant l'indépendance déjà, qui était là. Mais le problème qu'il y a au Sénégal, pour ne pas parler des autres, mais ce qui est au Sénégal, comme vous avez dit, renvoie également à d'autres réalités. Il y a des formations qui sont faites, mais parfois la formation, vous êtes allé la faire où? Avec quelles idées? Avec quelle orientation? Mhm. Et il y a eu beaucoup de lectures des éléments de gauche, parce qu'au Sénégal, il y a eu une gauche très dynamique, des gens qui ont été à l'école soviétique, pour ne pas dire russe maintenant, à l'époque déjà à l'école soviétique, d'autres à l'école chinoise, mais pas en allant en Chine, mais en lisant beaucoup Mao, etc. Donc cela fait que ces gens avaient cet engagement. Mais ça, c'est une autre génération. Celle-ci n'a pas lu Marx, n'a pas lu la littérature soviétique, n'a pas lu Mao pour la plupart, mais ils se disent qu'ils sont, c'est des enfants de ce qu'on appelle les nouvelles technologies, enfin qui ne sont plus nouvelles du tout, mais c'est comme ça qu'on les appelait. Donc ce sont ces enfants-là qui sont maintenant au pouvoir, qui sont dans les affaires. Le président Macky Sall a déjà été dans ça, puis ceux qui arrivent qui sont encore plus jeunes. Bon, figurez-vous qu'ils sont des, ils sont dans les 40 ou 50 ans, quoi. Mhm. Donc, eux, ils sont relativement jeunes, mais la formation qu'ils ont eue est une formation calquée sur le modèle français, tel qu'il l'a pensé pour nous, ces Ah, anciennes colonies, pour rendre service, pour être des serviteurs de. On a eu de brillants administrateurs comme président et premier ministre, par exemple, du temps d'Abdou du président Abdou de 1981 à 2000. Bon, c'était des gens qui étaient vraiment la compétence. Mais on a l'impression que leur formation avait été calquée sur comment faire en sorte que la France puisse continuer à exister ici au Sénégal, pour prendre le cas de la France, peut-être qu'on pourrait parler encore de l'Angleterre ailleurs. Ça, ouais. mais les pays francophones, généralement, valent leur propre. Donc, vous avez de bonnes idées, vous avez une bonne formation, mais l'essentiel des Sénégalais aussi n'ont pas cette formation. Il faut se dire que le populisme est surtout facilité par le fait que les gens n'ayant pas un certain niveau d'éducation, évidemment, ont tendance à capter le discours sur la base de besoins terre à terre, comme on dit. Et Mhm. alors que quand on gouverne un État, il s'agit de voir plus haut. En parlant de mines, par exemple, en parlant de ressources minières, les ressources minières, nous ne connaissons pas. Comme le ministre l'a dit, Mhm. la France connaît tout dans le système sénégalais, mais ça n'a pas été partagé. Mais pourquoi partager avec quelqu'un qui pourrait à ce moment-là devenir indépendant, alors que toi, tu Absolument. as besoin de continuer à l'utiliser? Et voilà le problème qu'il y a. Donc, on nous dicte des textes, parfois même c'est nous qui les pensons, mais la mise en œuvre suppose cela. Mais encore, il a parlé de transformation. Comment peux-tu transformer? Il n'y a pas d'usine pour cela ici. Il y en a eu On y quelques pays. reviendra. On y reviendra, cher ami. On y reviendra D'accord? dans la deuxième partie, Donc, parce que ce j'aimerais pas les bien problèmes. qu'on lui accorde assez de temps, c'est une Donc, question pas de cruciale. problème. Donc, pour dire simplement que voilà pourquoi ça ne bouge pas. Oui, Et on a d'accord, l'impression que c'est du Sisyphe qu'on est en train de faire. d'accord.
On a d'excellents trucs théoriciens, mais à la pratique, ça pose problème. Parce que la gouvernance, je vous explique. Vous vous dites, bon, voici un tel qui est devenu président. Mais derrière, n'oublions pas que la France, puisque nous parlons d'un autre pays, bon, c'est dommage, je n'aimerais pas ça, mais bon, écoute, c'est la réalité également. Des pouvoirs ont essayé de bouger. Ils se sont retrouvés à terre. Absolument. L'ancien colon, il te sabote. Regardez la Guinée de 1958 avec Sékou Touré. Qu'est-ce qui est devenu après qu'il a dit non à la proposition de gouvernement, une communauté, etc. Mais parce qu'il voulait l'indépendance tout de suite. Très bien. On lui a créé tellement de problèmes. Regardez ce qui s'est passé du côté de l'Angola. C'est les mêmes choses. Le colon Absolument. avait cette puissance et il avait la puissance militaire sur nos terres, dans nos pays. Et Et depuis, on peut rajouter que depuis Sarkozy, on a l'impression que la France-Afrique a muté, pour nommer les choses avec leur nom. La France-Afrique a muté. Elle est moins étatisée, mais les Français présentent ça comme un recul, mais en réalité, ce n'est pas un recul parce qu'ils l'ont juste privatisé. Donc, ce qui était du ressort de l'État français qui gérait la France-Afrique, maintenant est devenu une question privée. Mais on y reviendra. oui, Alors, d'accord. la troisième question, cher ami. Donc, le Sénégal est situé à ouest, donc du ouest, à l'ouest du continent africain. Malheureusement, il est classé parmi les pays les plus pauvres au monde, comme 154e position sur les 187 du classement du PNUD en termes d'indice de développement humain en 2013. Mais son territoire, comme la plupart des pays africains, est riche en potentialités naturelles, notamment minières. Euh, alors, le phosphate, l'or, le fer, le marbre, et avec des entités géologiques comme le bassin sédimentaire à l'ouest et formation ancienne au sud-est, euh, comment expliquez-vous cela? Et que Mais faut-il revoir? ça nous renvoie toujours à ce que je disais, c'est une question de gouvernance. Ouais. Euh, vous avez dit que nous avons tout ça. En fait, l'or est déjà exploité ici. Mhm. Le phosphate est déjà exploité. Le marbre est déjà exploité. Mais par qui? Qu'est-ce que le Sénégal en tire? Tout pouvoir qui arrive, j'allais dire tout opposant qui prend la parole dans l'espace public, donne l'impression d'être le mieux informé sur tout en termes d'exploitation. Mais qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? Une fois au pouvoir, ça ne fonctionne pas. Parce que vous avez dit, vous savez, les influences, on n'y peut rien, je disais du Sénégal, que ce n'est pas un pays isolé. Les influences, les interférences et les interventions, tu as vu? Intervention, influence, ingérence, tout ça fait que les gouvernants qui arrivent, dès que vous vous installez, immédiatement, j'ai l'impression que dès le lendemain, évidemment, c'est schématisé, mais après, juste, c'est une caricature que je viens de faire, mais pas après, il y a déjà des contre-courants qui bougent. Normalement, évidemment, c'est la démocratie. En démocratie, la liberté de critique est là, la liberté de proposer autre chose est là, mais parfois, c'est celui qui était là pendant un ou pendant une ou deux ou trois décennies qui était là, qui vient vous dire à vous qui venez d'arriver au pouvoir comment il faut gérer le pays. Mais alors qu'ils avaient échoué eux-mêmes, parce que cette sorte de position dont vous avez parlé là. Oui, Pendant longtemps, on disait que le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres au monde. C'était un discours comme ça. Vous parlez du rang 154. Mais on disait, oui, voilà, avec tout ce que vous promettez, Sénégal émergent, nous sommes encore 25, nous ne faisons pas encore des 25 pays les plus pauvres. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la France-Afrique dont vous avez parlé, elle est revenue réhabillée autrement, mais c'est toujours la même chose. oui. Alors, le président actuel, Bassirou Diomaye, qu'est-ce que ses adversaires lui ont reproché? D'avoir dit que bon, il coupait les relations non, non, il ne coupe pas les relations, je veux dire qu'il renégociait beaucoup de choses, qu'il va revoir la France-Afrique. Il n'est pas question de France-Afrique maintenant, il faut changer le système.
Et d'accord, c'est bien, dès qu'il est arrivé au pouvoir, la première chose à faire, évidemment, c'était d'aller visiter quelques pays en Afrique de l'Ouest. Mais immédiatement après, il y a eu quelque chose sur les trucs de vaccins. Il est allé en France. Les autres lui disent, mais écoutez, c'est pas vous qui disiez que vous vouliez changer ce rapport à la France. Bon, écoute, il dit non, mais écoute, ça n'a rien à voir avec autre chose. Mais c'est toujours par petite dose que ça arrive. Ils ont besoin de... Parce que Paris écoute le discours au Sénégal. Paris écoute le discours en Afrique. D'autres écoutent le discours en Afrique. Chacun dit, bon, ben, très bien, on peut profiter de cette affaire. Donc, la France-Afrique est devenue relativement plus soft dans ses interventions. Mais regardez au Sénégal, combien y a-t-il d'entreprises françaises? L'essentiel du secteur privé français en termes d'industrie, en termes de services, est contrôlé par la France. Absolument. Alors, si le Dans tous les Sénégal domaines, pratiquement. pardon, si le Dans Sénégal veut se tous les libérer, domaines, pratiquement, dans tous les domaines, en tout cas, au moins, y compris les communications, l'Internet, la téléphonie, oui, les c'est ça, les mines. services. Donc, tout ça est contrôlé par la France. Hmm. Bon, il y a d'autres pays africains qui sont en train d'arriver. Bon, le Maroc, évidemment, cherche parce qu'il a un système très puissant, assez intelligent, etc. Bon, mais quand le Maroc arrive pour le Maroc aussi. Bon, quand on arrive pour soi. Alors, mais aussi, c'est parce que Mais c'est pareil. Ibrahim Ils ont, Bakoum, juste une toute petite question et puis je vous laisse terminer. Ce que vous venez de dire est extrêmement important parce qu'en réalité, le système derrière le rideau continue de contrôler et il me semble hein, que la chose la plus importante, justement, le levier par lequel le système continue à contrôler, c'est le franc CFA. Vous avez dit que il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'industrie, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'argent pour que les gens puissent, pour que le Sénégal, même s'il y a de bonnes volontés pour développer, le franc CFA est un frein énorme. oui, en fait, ça, c'est un débat d'économistes. Certains vous disent, d'accord, libérez-vous du franc français. Après, ce sera pour faire quoi? Est-ce qu'on va battre monnaie sénégalaise, monnaie malienne, monnaie guinéenne, monnaie, etc. À ce moment, évidemment, ça va être des monnaies extrêmement faibles. Vous savez, je viens de parler de la Guinée. Vous savez ce que les Français Non, ont fait? mais dans ce Oui, cas, j'arrive. c'est que le Sénégal, il a beaucoup de matières premières sur lequel, et stratégiques sur lesquelles il peut adosser sa monnaie. Donc, je dis, ceux qui sont actuellement au pouvoir, c'est ça leur discours. Mhm, Ils disent, nous avons suffisamment de ressources sur lesquelles nous appuyer pour battre une monnaie, en tout cas, qui ne serait pas le franc CFA. Très mhm, bien. Alors, si nous voulons le faire, moi je dis, il n'y a rien de tout. Mais pour le moment, au moment où nous en sommes, ces ressources dont on parle ne sont pas encore très portées sur l'économie sénégalaise. Quand les gens disent, oh, je ne sais pas, les gens, quelle source, que depuis au moins 30 ans, on a parlé de lingot d'or, le premier lingot d'or sorti au Sénégal, mhm, avec un premier ministre qui était là, qui s'appelait Abib Cham. Mais on continue à dire que jusqu'à maintenant, cet or ne nous profite pas. mhm, Nous avons le phosphate, mhm. dont on dit que quand on l'extrait ici, il va ailleurs et après il nous revient en sac vendu plus cher aux paysans sénégalais. Absolument. Alors, l'or, les bijoutiers du Sénégal, les artisans du Sénégal disent qu'ils n'ont pas encore suffisamment de matière pour travailler l'or au Sénégal. Vous avez parlé de fer. Il y a eu beaucoup d'accords qui avaient été passés avec d'autres, etc. Bon, finalement, ce fer également, qui l'exploite, il va où? Donc, c'est un problème de gouvernance d'abord. Mhm. Mais la gouvernance suppose quoi? Que celui qui arrive au pouvoir soit arrivé de manière la plus démocratique possible, parce que vous savez, les élections, c'est une chose, mais le processus pour arriver à la fin de l'élection, c'est également autre Absolument. chose. Quelqu'un Absolument. vous a, quelqu'un vous a appuyé pour arriver au pouvoir. Une fois que vous y êtes, et qu'il vous dit maintenant, bon, renvoyez l'ascenseur. Et le Absolument. renvoi de l'ascenseur de la part de quelqu'un qui connaît mieux que vous votre pays, du point de vue de ses richesses, qui connaît mieux que vous votre pays, du point de vue des moyens de défense, celui-là, il vient avec sa force et il vous fait miroiter les choses. Il vous rappelle
comment il vous a appuyé pour que vous arriviez au pouvoir. Et quand vous êtes dans ce truc-là, le franc CFA, Qu'on appelle les voilà. petits coups de pique dans le dos. Bon, d'accord. Donc, le franc CFA, ils sont nombreux à dire en Afrique, le franc CFA, nous n'en voulons plus. Mais s'ils n'avons pas le franc CFA, d'accord, vous avez dit, le cas du Sénégal au moins, il y a des ressources sur lesquelles s'appuyer pour avoir une monnaie forte, Mhm. crédible. Oui, mais ce n'est pas encore exploité là. On n'y est pas encore. Le pétrole dont on vient de parler du premier baril sorti, mais les contrats qui avaient été signés avant, qu'est-ce que nous allons en faire? Cet argent-là va arriver quand? Mhm. L'argent du pétrole dont on parle, il va arriver quand? Parce que l'investisseur qui est là pour l'exploration, ensuite qui exploite, qu'est-ce qu'il vous dit? Que mais j'avais investi de l'argent pour explorer, je vais investir pour exploiter. Il faut bien que cet engagement financier-là, que je puisse le récupérer avant que nous puissions parler de qu'est-ce que vous-même vous allez avoir. Autrement dit, je vous avais prêté de l'argent pour que vous puissiez exister. Maintenant, remboursez-moi mon argent, après on D'accord. verra. Et D'accord. tant que les choses en sont là, le franc CFA, dont beaucoup vraiment souhaitent la fin, en Afrique de l'Ouest en tout cas, on souhaite, beaucoup disent, c'est fini, il faut arrêter le franc CFA parce que quand vous prenez actuellement, quand le Sénégal exporte quelque chose, une partie de cet argent est bloquée et il est où? Oui, oui, oui. En C'est France, 50%. 50% pour tous les 50%, c'est quand même énorme. 50% pour... Et, et après, et après c'est le même argent qui va revenir encore sous forme de prêt et d'aide au développement. Oui, oui, oui. Alors maintenant, et j'aimerais aborder quand même un sujet très important que vous avez effleuré plusieurs fois durant la première partie et qui consiste justement à réfléchir comment le potentiel minier, mais aussi pas uniquement minier, humain, parce que sans le potentiel humain, rien ne peut se passer dans un pays. Comment on peut l'utiliser pour faire un levier de décollage économique? Alors, les infrastructures, tant que physiques, comme les routes, l'électricité, ou sociales, comme la santé et l'éducation, constituent un domaine dans lequel le secteur privé pourrait s'impliquer davantage. Et les besoins en développement infrastructurel sont immenses en Afrique, de l'ordre de 20% du PIB en moyenne d'ici la fin de la décennie. Et donc, il faut qu'il y ait un travail en État et public. Et toutes ces choses étant donc égales par ailleurs, les ressources proviendraient en premier lieu d'une augmentation des recettes fiscales, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, à laquelle s'emploient déjà la plupart des pays, mais compte tenu de l'ampleur des besoins, il faudra aussi mobiliser de nouvelles sources de financement auprès de la communauté internationale et du secteur privé. Alors, y a-t-il un moyen d'irriguer l'économie africaine, donc sénégalaise, avec des capitaux levés à l'étranger en valorisant le potentiel minier des pays africains? Et donc, pour que cela puisse se faire, je rajoute une deuxième question que vous avez d'une manière implicite aussi posée durant la première partie. Comment un partenaire comme la Russie ou même la Chine pourrait-elle s'insérer dans cette brèche pour ouvrir de nouveaux espaces de coopération économique et aussi de nouveaux marchés à ces hommes d'affaires en Afrique, notamment au Sénégal? Vous savez, ça nous renvoie à des discours que nous eûmes, c'est-à-dire que nous avions eus déjà quand on était encore plus jeunes, étudiants. Oui, On se disait qu'il faut absolument diversifier ces partenariats parce que tant que nous continuons à travailler avec la seule France, enfin, pour notre cas, nous, au Sénégal, avec la seule France, évidemment, ça ne marche pas. Donc, il faut s'ouvrir. Des tentatives d'ouverture, il y en a eu. Euh, de 2000 à 2012, il y a eu un président, Abdoulaye Wade, qui a cherché à diversifier ses partenariats en allant chercher ailleurs. Ça n'a pas donné beaucoup grand-chose. Pourquoi? Parce qu'au moment où lui, il cherche à diversifier les partenaires, quelque part, les intérêts que ça dérange n'ont pas ménagé. Et c'est un euphémisme pour dire que c'est encore plus grave, ils l'ont quand même. Le président, ça arrive avec des intentions déclarées,
Mais on lui rappelle comment il est arrivé au pouvoir. Mhm. Ceux-ci se sont appuyés, quand je dis ceci, je veux dire que le gouvernement actuel s'est appuyé comme sur un discours dit populiste, en tout cas qui a réussi à mobiliser les jeunes derrière un candidat, derrière une personnalité politique émergente, finalement est devenue la personnalité politique principale dans ce pays, dans certains Ousmane Sonko, est ministre, mais qui a beaucoup contribué à l'élection du président. Président, ouais. Donc, ils sont plus dans la tête, ils sont venus plus indépendants. C'est pas l'impression que nous avons. Donc, ils peuvent aller ailleurs. Et s'ils savent que aller du côté russe, ça peut aider, je les vois bien aller là. S'ils pensent que du côté de l'Inde, de ce qu'on appelle les BRICS, moi, je les vois bien aller dans cette direction. Mhm. Parce qu'au moins, ils ont à la fois l'accompagnement populaire actuellement, ils ont la mais ils ont l'engagement. Mais je répète, c'est un pays très difficile à gouverner parce que vous avez à la fois des gens qui ont été dans les grandes universités dans le monde, qui ont été formatés d'une certaine manière à ce que j'appelle à l'école française, mais qui savent également que la France n'est pas seule dans ce monde-là. Alors, ceux d'aujourd'hui ont cette chance de n'avoir pas été formatés comme ça. Ils ont été formatés, c'est vrai, à l'école française, l'école des impôts, l'école l'école nationale d'administration, évidemment, a été copiée sur un modèle français. Mais au moins, ce qui en sort, le produit aujourd'hui, est relativement indépendant. Dans la tête, au moins, pensons-nous. Et c'est le cas actuellement d'un certain Bassirou Diomaye Faye, président, c'est le cas de son premier ministre, c'est le cas de Biram Souleye Diop, dont vous avez parlé tantôt. Mhm. Ils ont été formés au Sénégal pour l'essentiel, donc moins portés à penser selon le modèle français. Mais cette diversification que nous tous appelons de nos voeux doit être sur ceci, que, comme on dit, enfin, je les ai entendus dire, il faut que la France lève son genou du cou de nos gouvernants. Lever le genou veut dire quoi? Simplement, on ne vous chasse pas comme des malpropres, mais revoyons nos rapports. Il faut que ça soit mutuellement bénéfique. Le Ouais. PPP dont on a parlé tantôt, le partenariat public-privé, que le Sénégal a essayé de lancer. Hein. Mais si tu as un partenariat public-privé, alors que le privé, pour l'essentiel, est contrôlé par quelqu'un d'autre, c'est un autre privé ailleurs, ton public à toi reste très faible. Et cet actionnariat, qui n'est pas encore très, très développé du côté du Sénégal, et au moment où nous parlons là, vraiment ce matin, pour ne pas dire ce matin, hier en tout cas, j'ai lu quelque part une des entreprises, je ne vous donne pas là, laquelle, une très grande entreprise sénégalaise qui est vraiment 100%, enfin, entreprise sénégalaise en tout cas, pour l'essentiel, créée par un Sénégalais, c'est le Sénégalais qu'on a vu, qui s'est beaucoup battu, mais aujourd'hui, cette entreprise est dans des difficultés. Qu'est-ce qui se passe en dessous? On ne sait pas. Et on parle même éventuellement de vente d'actions, pour ne pas dire de vente de cession carrément à d'autres privés de cette affaire-là. Et ces privés-là sont qui? Ils viennent d'où? Donc, c'est le grand problème que nous avons. Alors, aujourd'hui, donc, il faut repenser cette économie-là, mais en la repensant, il faut se dire que le Sénégal n'est pas isolé et le Sénégal est intéressant. Je ne veux pas faire de la dénonciation parce que ce ne serait pas bien, mais en vérité, nous savons parfaitement que quand les gens parlent par exemple, de renégocier les de défense, quand on parle de renégocier, mais le président Wade l'a essayé entre 2012 et 2012 et non, c'est ça, non, en 2000 et 2012, il l'a essayé. Mais qu'est-ce que ça a donné? Les problèmes dont j'ai parlé, je ne veux pas y revenir. Donc, ceux qui viennent d'aujourd'hui, ceux qui sont activement au pouvoir, peuvent le faire, comme je dis. Ils ont à la fois le soutien populaire et la légitimité. Ils peuvent penser autre chose. Et ils sont libérés de la contrainte, enfin, je le pense, dans la tête. Ils sont libérés d'une sorte de pression française. Ils sont libérés du modèle français. Oui, ils peuvent aller chercher ailleurs. Et je pense qu'ils y ont déjà pensé, ils en ont parlé, quand ils parlent de souverainisme. Ce souverainisme-là
veut dire quoi? Nous approprier nos biens, ce qui est dans notre sous-sol nous appartient, premièrement. Deuxièmement, nous ne sommes plus seuls à avoir ce discours. Regardez, Ousmane Sonko, il n'y a pas très longtemps, était l'homme politique le plus écouté par la jeunesse africaine parce Mhm. qu'il avait un discours souverainiste. Il disait, changeons les paradigmes, voyons une autre manière de développer l'Afrique. Nous avons des ressources pour ça. Mettons-nous ensemble et on peut aller vers ceci. Et les jeunes qui le disaient au Sénégal ont eu du répondant dans d'autres pays en Afrique. Et on attend de connaître le résultat parce que c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour juger ces gens. Mais en termes de perspective, oui, il faut absolument travailler à diversifier les partenariats. Il faut absolument que nous nous sortions de ce monolithisme Mhm. Afrique-France, 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 ça ne peut pas continuer et ça ne nous a jusqu'à maintenant servi à pas à grand-chose. Ça nous a peut-être juste permis de dire, de vendre la diplomatie sénégalaise avec des supports médiatiques français pendant un moment, mais maintenant, il n'y a plus besoin de ça. Tout le monde a les médias pour parler à tout le monde. Absolument. Alors, Ibrahim Bakoum, la réalisation de l'aspiration de l'agenda 2063, à savoir une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable, je crois que vous serez d'accord avec moi, exige que l'Afrique, en particulier donc, le Sénégal, que vous représentez, fasse d'importants investissements dans le domaine de l'éducation afin de développer son capital humain et social par une révolution de l'éducation et des compétences en mettant l'accent sur l'innovation, la science et la technologie. Je crois que cela concorde parfaitement avec ce que vous voulez de dire, avec cette question-là de libération des esprits pour aller de l'avant. Et il n'y a pas mieux que l'encouragement justement de la créativité. Mais en premier lieu, donc, dans le domaine minier, parce que c'est la richesse primaire dont le pays dispose, pour sortir du sous-développement. Et les pays africains sont tenus de réorienter leur système éducatif et de formation afin de répondre aux besoins en matière de connaissances, de compétences, de qualifications, d'innovation et de créativité qui sont donc nécessaires à la promotion d'une économie de la connaissance et de l'innovation. Alors, comment les universités et les écoles d'ingénieurs russes, ainsi que les entreprises russes, pourraient coopérer dans le domaine de la formation et du transfert de technologies? Quels sont les secteurs prioritaires et comment, justement, pour établir cette coopération et ce travail ensemble pour casser le cercle vicieux que vous avez si bien décrit depuis le début avec cette fermeture dans un système éducatif qui en fait fabrique des exécutants de politiques décidées ailleurs. Vous avez, c'est ce point important et je le connecte juste à la question des infrastructures dont vous avez parlé tantôt. Oui. Alors, effectivement, besoin d'infrastructures. Le Sénégal avait un plan PSE, le plan Sénégal émergent, donc il est jusqu'en 2035. Effectivement, parler beaucoup d'infrastructures, mais également d'éducation. Les infrastructures qui existent au Sénégal, le débat qu'il y a autour de ça, on vous dit que non, mais c'est surfacturé. Ça encore, quand vous avez cette question de surfacturation, Oui. là où vous deviez faire 1 kilomètre, vous faites seulement 200 mètres, parce qu'effectivement, c'est le prix de 200 mètres qu'on vous a mis sur 1 kilomètre, et c'est le prix de 200, plutôt de 200 mètres qu'on vous a mis c'est le prix du kilomètre qu'on vous a mis sur 200 mètres. Donc, il y a toujours quelque chose que vous perdez. Autrement dit, on accuse les gouvernants de corruption. Ça, c'est la gouvernance, c'est autre chose. L'éducation dont vous avez parlé. Pendant longtemps, le Sénégal avait été un pays, qu'on le veuille ou non, d'intellectuels brillants, Mhm. mais très portés sur les lettres, l'art, la philosophie, le droit français, Mhm. pendant longtemps. Donc, les Sénégalais peuvent tenir un bon discours cohérent sur certaines choses.
pendant. Mais aujourd'hui, avec le monde dans lequel nous sommes, on a besoin de plus que cela. On a besoin, vous avez parlé d'innovation, donc de technologie. Il y a des pays suffisamment avancés dans ce domaine. Par exemple, il m'arrive quand je lis des choses, je dis, la Russie, puisque vous avez parlé de la Russie, a un avantage et une bonne avance sur cette question de technologie. Ils ont la possibilité de nous aider à la fois parce que nous aurons déjà appris de ce qu'il ne faut pas que nous fassions avec certains grands pays, des grandes puissances. Donc, on a déjà appris, on a des éléments de background pour ça. Mais également nous ouvrir au monde, on a essayé et aujourd'hui c'est encore relativement plus facile parce que le monde commence à être multipolaire plutôt que d'être bipolaire. Et quand nous parlons de bipolarité, le Sénégal, pendant longtemps, était dans le bloc de ce que nous appelons l'Occident, avec ses méthodes, avec la France, évidemment, comme principal acteur, et puis le reste derrière. Le Sénégal, donc, a eu des ingénieurs, moi personnellement, j'en connais, des ingénieurs formés dans ce qu'on appelait à l'époque l'Union soviétique, donc formés en Russie, formés en, etc. Mais ces ingénieurs-là, on ne les a jamais utilisés. En tout cas, pour ceux que j'en connais et qui m'ont raconté d'ailleurs parfois, moi, quand je demandais qu'est-ce que vous avez appris finalement, qu'est-ce que vous en faites. Donc, on ne les a pas utilisés. Pourquoi on ne les utilisait pas? Parce qu'on disait que l'école soviétique vient avec le communisme. Donc, évidemment, c'est comme ça. D'abord, il y avait très peu d'étudiants qui allaient du côté de la Russie. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Nous avons besoin, donc, en termes de technologie, en termes de formation, de diversifier à la fois les formateurs, mais également les investisseurs pour la transformation. Si nous ne transformons pas Absolument. quelques connaissances que nous puissions avoir, mais ce que nous avons appris là-bas, si nous ne le mettons pas en application ici, chez nous en Afrique, le problème sera entier, la situation n'aura pas changé. Parce qu'il faut transformer. Mais pour transformer, il faut la formation. La formation que vous convoquez très bien. Nous avons une population extrêmement jeune. Récemment encore, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie au Sénégal a sorti des statistiques, mais c'est ahurissant à quel point la population est très jeune au Sénégal. Mais cette jeunesse est-elle formée pour répondre aux besoins des investisseurs, pour répondre aux besoins des nouvelles industries? Personnellement, laissez-moi vous dire, je ne suis pas certain que nous ayons pris la bonne direction dans la formation de notre jeunesse pour la préparer à ce monde d'innovation, ce que d'autres nous proposent, qui ne sont pas seulement français, qui peuvent venir d'ailleurs et qui doivent venir d'ailleurs. Parce que tant que nous restons enfermés dans un seul bloc, et nous avons cette ouverture, donc, il faut. Mais si les gens peuvent venir avec des programmes qui nous aident, tant mieux. Si on a une formation entre Dakar et Moscou, éventuellement Dakar et New Delhi, Dakar et je sais pas, Pékin, bon, c'est toujours cela. Il faut que nous prenions. Il y a des étudiants sénégalais en Chine, il y a des étudiants sénégalais en Russie au moment où je parle, il y a des étudiants sénégalais en Inde au moment où je parle. Tout ça existe. Mais il faut bien que nous puissions nous libérer d'une certaine tutelle pour que ces jeunes puissent venir avec leur expertise. Ensuite, si arrivé à Dakar, pour ne pas dire au Sénégal, ils ne trouvent pas de répondant en termes de ce qu'ils pensent devoir avoir comme ressources, évidemment, la tendance, c'est quoi? Ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Il y a une tendance donc à retourner encore de là où on venait, c'est-à-dire, nous avons été formés au Sénégal, d'autres nous ont vus, ont complété, formation post-universitaire. Nous revenons au Sénégal, mais on se rend compte que bon, l'environnement économique, etc., n'est pas propice à ce que nous espérons, nous pensons devoir gagner. Bon, retour à la case départ. Et ces gens, ces retours font qu'il y a la formation quelque part, l'expertise est là, mais on ne l'utilise pas, elle va ailleurs. Mais pourquoi on ne l'utilise pas? Parce que quand vous avez un coopérant qui arrive, qui est moins bien que vous, et ça, je parle d'expérience, c'est des choses que je connais, qui est moins bien que vous, qui est moins bien formé que vous, mais c'est son pays qui a mis de l'argent dans tel programme, dans tel projet, etc.
il a tendance, ce pays, à donc t'envoyer à sa jeunesse, il t'envoie à sa jeunesse, mais vraiment, je parle de choses que je connais. Oui, oui, T'envoie oui, bien sûr. parce Bien qu'ils sûr. ont financé, il t'envoie ces jeunes viennent faire son école post-universitaire ici, il se Oui. forme sur le terrain, il apprend à mieux comprendre et il retourne chez lui et il fait partie des gens qui vont penser le développement chez toi. Autrement dit, formés ailleurs en même temps que les nôtres que nous y avons envoyés. Je Puis, crois que si vraiment, c'est très, très important ce que vous avez décrit depuis le début, parce que c'est très profond hein, comme problème. Si vous me permettez, on dirait qu'on a plus besoin d'un biologiste social qui va comprendre ces choses dans les plus infimes détails avant de faire appel à un ingénieur social. Parce que là, c'est vraiment, ça touche même aux esprits des gens, comment ils sont formatés et tout. Et je crois que si je résume bien votre pensée, vous appelez à un changement de paradigme complet, y compris culturel, absolument, politique. Euh, mais dans ce cas-là, Ibrahima Bakoum, au cours de la décennie 2000, les pays BRICS, en particulier la Russie, la Chine, l'Inde, ont aidé à repositionner l'Afrique comme source de produits de valeur sur le marché mondial et ont également aidé à mettre l'accent sur les défis auxquels l'Afrique doit encore faire face pour ce qui concerne la création d'une croissance durable pour tous et la réduction de la pauvreté. Alors, par rapport à cette nécessité d'un nouveau paradigme, en particulier culturel, et là, nous ne pouvons qu'être d'accord avec vous, parce qu'en réalité, l'échec d'un pays sur le plan économique ou politique, cet échec n'est que le corollaire d'un échec culturel et d'un échec de l'école aussi. Alors, le modèle de développement des BRICS, des pays qui constituent les BRICS, prenons l'exemple de la Chine. Elle est partie d'une situation où la majorité du pays était pauvre, où la résilience de l'économie russe actuellement sous sanction. Est-ce que peut-il devenir une réponse aux enjeux majeurs auxquels sont confrontés les pays africains en montrant à ces derniers qu'un progrès rapide est possible, non seulement en matière de croissance économique, mais aussi de lutte contre la pauvreté. Et le Sénégal serait encore intéressé à intégrer, un sera-t-il homme, intéressé à intégrer ce groupe? un homme politique sénégalais récemment a donné l'exemple de la Chine, comme vous dites, Mhm. en disant, regarde de quoi ils sont partis, de pays très pauvres. Aujourd'hui, la Chine a quasiment La réglé, première économie, c'est la première économie du monde. non seulement, En non parité de seulement- pouvoir d'achat, elle a même dépassé les États-Unis. que donc, et le gars, il dit, 800 millions de Chinois sont aujourd'hui correctement servis en alimentation de base. Mhm. Alors que nous avons des terres arables qui sont ici. Nous continuons encore d'importer ce dont nous avons besoin pour manger. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement pour que nous soyons aussi en retard avec tout ce que nous avons comme ressources, tout ce que nous avons comme jeunesse, tout ce que nous avons comme moyens? Et ça renvoie encore à ce que vous disiez, c'est que si nous ne changeons pas le paradigme, l'ouverture est devenue, je ne parle même pas de possible, mais c'est indispensable si nous ne changeons pas. Il y a un modèle russe qui existe. Vous avez parlé de la résilience russe. Regardez tout ce qu'il y a eu comme sanction, tout ce qu'on lui a imposé. Mais parfois, moi, je me demande, mais comment ces gens font quand même pour tenir? Mhm. La Chine également a tout vécu avant d'arriver là où elle en est. Absolument. Donc, il y a une sorte de redéfinition des rapports dans le monde. Si nous voulons nous accrocher à quelque chose, effectivement, il vaut mieux que nous nous ouvrions à ces pays du BRICS. Le Brésil fait ce qu'il fait, la Russie fait ce qu'elle fait, l'Inde réussit ce qu'elle fait, la Chine fait ce qu'elle fait, l'Afrique du L'Iran, Sud, l'Iran l'Iran aussi, est un très grand exemple aussi dans cette. l'Iran aussi. Oui, L'Iran en fait, le Sénégal est ouvert du point de vue de la diplomatie. Le Sénégal a des pays, il a des relations avec tous ces pays-là, mais c'est au plan économique de l'utilité
qu'il y a un problème. C'est-à-dire que nous avons des contacts avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud, etc. Partout. Il y a tous ces gens-là sont représentés ici. Parfois même donnent des bourses à nos jeunes. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Finalement, comme je viens de dire là, ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, on saute très haut, après on revient sur nos pas. Autrement dit, sur les mêmes pieds, on n'a pas bougé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas un mouvement? C'est la gouvernance. Mais ça ne va pas à la même réalité, c'est la gouvernance. C'est pourquoi je dis, on est en train de bouger. Oui, non. Prenons la CEDEAO, bon, le Mali, le Niger, le Burkina, qui disent que, ben, écoute, ils veulent faire, maintenant, c'est plus qu'une seule alliance, c'est une confédération de ces Oui. États-là. Évidemment, là, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a été proposé par ses pairs de la CEDEAO pour arrondir les angles, etc. Mais je pense que la tension, je veux dire que les relations sont aujourd'hui d'une telle tension que je ne vois pas pour le moment des pays là, des trois, Mali, etc., dans la CEDEAO. Si on ne le fait pas, donc, tant qu'on est un pays seul, on a des difficultés. Mais si effectivement nous allons en communauté, même si la communauté s'appelle AES, ça s'appelle CEDEAO, etc., il faut que ça soit multilatéral, régional pour aller. Parce que sinon, individuellement, ça ne marche pas. Donc, pour éviter que ça soit le Sénégal tout seul, pour éviter que ça soit le Mali tout seul, la Côte d'Ivoire toute seule, il faut que nous ayons la possibilité de parler à ces gens-là en union, parce que plus on est, mais si on est écrasé rapidement. Vous savez, au Sénégal, bon, le ballet traditionnel, vous ne connaissez peut-être pas, le ballet traditionnel, c'est avec beaucoup de brandy que ça se fait. On dit, le ballet en bloc pour nettoyer beaucoup de choses et il n'est pas facile de le casser. Mais prenez seulement une par brandy, évidemment, vous n'avez rien. On peut les casser une à une jusqu'à la fin. Donc, il ne restera rien du tout. Et c'est pourquoi cette Afrique a besoin de parler. On a parlé par exemple de ZLECA, c'est la zone de libre-échange, etc. en Afrique. Mais tout ça, c'est de la théorie, on ne faut pas encore, parce que si le produit que vous consommez, que vous voulez commercialiser, vous les importez, mais vous n'êtes qu'un marchand pour l'autre. Vous n'êtes qu'un marchand pour l'autre. Alors qu'il faut que nous vendions nos produits locaux à d'autres Africains. Mais ces produits-là, il faut les faire ici, sur place, les champs transformés sur place. Mais sinon, si nous continuons à exporter de la matière première, qui nous revient ensuite sous d'autres formes, évidemment, nous allons commercialiser des produits de d'autres pays en échange quoi? Vous échangez quoi? Vous échangez, autrement dit, je prends quelque chose je sais pas moi, d'un pays, je le vends à un autre pays africain en disant que c'est la zone de libre-échange, d'accord? Mais j'ai vendu quel produit? Ce n'est pas un produit local, c'est un produit venu d'ailleurs. Donc, il faut que nous transformions. Et ça renvoie à ce que vous disiez. La formation des nouvelles, de ces jeunes-là, il nous faut cela. Mais aller vers le BRICS, moi, je suis preneur qu'effectivement, il faut aller vers là. Parce que c'est déjà des gens suffisamment organisés, suffisamment puissants, qui s'imposent aujourd'hui dans le monde. L'économie chinoise qui est en train de devenir ou la première ou la deuxième au monde, au moins c'est reconnaissable. La La première, Russie c'est qui la a réussi. première. L'économie La chinoise, première, c'est la première parce que si l'on mesure en parité de pouvoir d'achat, qui est la mesure la plus ça. réaliste, c'est la première économie Allez, devant allez. les États-Unis et la Russie devient la quatrième économie du monde aussi. Alors, après tout ce qui lui est arrivé, Ouais. avec tout ce qu'il y a comme sanction, avec tout ce qu'il y a eu comme sorte de politique d'exclusion et tout, malgré tout, vous dites que la Russie est quatrième. Autrement dit, de la résilience et tout. Donc, cette offre qui existe, il faut que nous allions la prendre. Mais qui, quand je dis nous, ce n'est pas moi, évidemment, ce n'est pas Kama, mais c'est qui pour aller prendre ça? C'est les gouvernants. Mais quels gouvernants? S'ils viennent isolés, s'ils viennent enseignement gouvernement du Sénégal, enseignement gouvernement du Mali, enseignement gouvernement de je ne sais pas quel pays, ça ne fonctionne pas. Ce serait bien que nous puissions, parce que, bon, au Sénégal, nous sommes combien le dernier recensement nous donne à peu près 18 millions de Sénégalais. 18 millions de Sénégalais, c'est la population
à peu près de quel pays? C'est d'une capitale, juste certaines capitales en Afrique. Je parle même de l'Afrique. Hein. Oui, Vous allez au Nigeria, on va vous dire, c'est rien. C'est rien, ça. oui. Donc, nous avons déjà un marché qui est très faible. Et si nous voulons échanger des produits qui ne sont pas nôtres, il y a un problème. Donc, ce serait bien que nous venions en groupe, que ça s'appelle AES, Alliance des États du Sahel, que ça s'appelle, il faut que nous nous ouvrions à d'autres. Parce que sinon, regardez, c'est difficile de le dire, mais honnêtement, Mhm. le terrorisme dont on parle, le djihadisme dont on parle, qui l'alimente ici? En Afrique, qui l'alimente? Avant, on alimentait des opposants à l'intérieur du pays, des opposants politiques, etc., pour faire des troubles, etc. Changer. Maintenant, dans certains pays, on passe par d'autres zones, on finance des gens qui disent la religion, en fait, la religion, c'est véritablement pour leurs propres intérêts, etc., pour autre chose. Et ces gens qui sont alimentés par qui? Le Mali accuse la France d'avoir été pendant une bonne dizaine d'années en prétendant lutter contre les djihadistes. Ça n'a rien changé. Le Niger dit la même chose. Alors donc, quand vous avez ces gens qui sont financés par d'autres puissances, évidemment, c'est difficile à dire, mais vous avez besoin de puissance de même valeur pour contrecarrer cette puissance-là qui vous fatigue. Évidemment, je ne suis pas en train de dire changeons la France par là, remplaçons tout de suite une puissance par une autre puissance, mais je dis donnons-nous au moins les Ah non, moyens de faire. votre discours est très clair. Il ne s'agit pas de devenir ennemi avec quiconque. Mais il s'agit de changer les règles, Et de diversifier qui définissent les relations bilatérales, c'est tout. tout. Et maintenant, je dis même le pacte multilatéral, on en a besoin. Multilatéral, c'est un pacte chez nous régional. BRICS est multilatéral. Il faut que nous allions vers ces choses-là. Parce qu'un à un, je vous dis, nous avons de très belles théories. Tout ce que je dis là, il y a beaucoup de ces choses qui ont déjà été rapportées depuis très longtemps par des gens de gauche, etc., qui ont eu une bonne littérature, qui ont eu de beaux discours. Mais ceux-là, aujourd'hui, sont presque oubliés par ces jeunes-là, ne les connaissent même pas. Mais ces jeunes ont la chance, parce que moi je dis c'est une question de chance maintenant, ils ont la chance d'avoir entendu, donc d'avoir appris d'une certaine manière, être dans un monde où c'est plus ouvert, où les relations internationales sont moins secrètes et plus connues. Et ces jeunes-là, dont ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Sénégal, dont ceux qui sont au pouvoir dans certains pays en Afrique de l'Ouest, ces gens peuvent changer beaucoup de choses. D'accord, Et il faut qu'ils d'accord. commencent par nous voulons aller au BRICS, allez au BRICS. Ben, je vous remercie, Ibrahima Bakoum. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. J'espère, Ibrahima Bakoum, vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Moi aussi, merci encore une fois pour tous ces éclairages. Ça a été vraiment un plaisir de faire cet entretien avec vous et à très bientôt.